Salut. Pour moi, il y a deux débats clivants à notre époque. Qui est le meilleur joueur de tennis de tous les temps et pain au chocolat ou chocolatine. Vu qu'on dit bien entendu pain au chocolat, on va s'intéresser à la première question. Qui est le GOAT, le plus grand de tous les temps? Nombreux sont les joueurs qui ont prétendu à ce titre honorifique. À commencer par Rod Laver, le seul joueur ayant réalisé 2 grands chelems calendaires, c'est-à-dire gagner les 4 majeurs d'une saison. Puis vint Björn Borg, la première star du tennis. Il passionnait le public à cause de son caractère énigmatique et révolutionna son sport grâce à son professionnalisme, son lift et son revers à 2 mains. Avec un palmarès riche de 6 Roland-Garros et 5 Wimbledon gagnés en 7 ans, il put partir la tête haute en prenant sa retraite à seulement 26 ans. Connors, McEnroe, Lendl et Wilander. Ces champions marquèrent aussi cette époque grâce à leur palmarès qui font baver beaucoup d'êtres vivants capables de baver. Puis c'est Pete Sampras qui fut considéré comme le plus grand. Il gagna un record de 14 grands chelems, devançant son rival Agassi de 6 unités. Et si son record paraissait inégalable, il fut explosé 3 fois, coup sur coup, en à peine 2 décennies. Les coupables? Des ogres, nommés Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Chez les femmes aussi, la liste de prétendantes contient de grands noms. Margaret Court d'abord, elle a détenu seule le record de 24 grands chelems en simple jusqu'en 2023. Cette performance fut approchée par Billie Jean King, Chris Evert et Martina Navratilova, autant de joueuses qui ont été le visage du tennis féminin des années 60 aux années 80. Puis l'allemande Steffi Graf écrasa les 90s en remportant 22 grands chelems en simple, avant que Serena Williams n'en glane 23. Le débat de la GOAT féminine fait moins parler, sûrement à cause du triste manque d'intérêt du public pour le tennis féminin. La domination récente de Williams passionne aussi sûrement moins que la rivalité entre les 3 grands chez les hommes. Parmi les personnes qui prennent position dans le débat du GOAT, on distingue 2 profils. Les nostalgiques, plutôt adeptes de Borg, Sampras ou d'autres joueurs du XXe siècle, et ceux pour qui le plus grand se trouve parmi Federer, Nadal et Djokovic. C'est entre les supporters de ces joueurs que le débat est le plus virulent, en particulier sur les réseaux sociaux. On voit souvent des fans critiquer lourdement les rivaux de leur poulain, fermer les yeux sur leurs exploits et s'en prendre à leurs supporters. Et si cela suffit presque à montrer que le débat du plus grand de tous les temps est néfaste, allons un peu plus loin dans l'analyse. D'abord, déterminer un meilleur de tous les temps, c'est faire face à une impasse sémantique. On ne peut pas définir clairement ce qu'est être le meilleur. Il existe des critères sur lesquels on peut se baser, mais aucun ne fait l'unanimité. Prenons l'exemple du nombre de titres en Grand Chelem. Si c'est un critère très prégnant aujourd'hui, il n'est pas toujours représentatif de la carrière d'un joueur d'avant. D'une part parce que beaucoup ne disputaient pas l'Open d'Australie jusqu'aux années 80. Avec 3 grands chelems par an, ils avaient moins de chances de remporter les trophées majeurs. Et de plus, les grands chelems ont été interdits aux joueurs professionnels jusqu'à la fin des années 60. Ainsi, d'excellents joueurs passent sous les radars lorsqu'on utilise nos critères actuels pour juger le passé. C'est une forme d'anachronisme. Ajoutons à cela que le nombre de grands chelems reflète mal la domination d'un joueur et les dynamiques de sa carrière. Regardez Nadal, il a gagné 22 satanés grands chelems sur 3 décennies différentes. Il est pourtant délicat de le comparer à Borg, qui en a gagné 11 mais en seulement 7 ans. En fait, les physionomies des carrières sont trop différentes pour que le nombre de titres permette de dire qui était le meilleur ou le plus grand. On voit aussi la polyvalence du palmarès comme un critère important, avec l'idée que gagner des tournois sur terre battue, sur herbe et sur dur est la marque des grands. Néanmoins, les surfaces ont beaucoup changé selon les époques. Dans les années 80, le gazon était très rapide, beaucoup plus que la terre battue. Cela demandait aux joueurs énormément d'adaptation pour être bons partout. Lendl en aura fait les frais, lui qui n'est jamais parvenu à remporter Wimbledon, malgré de grands efforts pour adapter son jeu au gazon. Aujourd'hui, les surfaces s'uniformisent, elles se ressemblent de plus en plus, ce qui fait perdre de la valeur au palmarès polyvalent. Je trouve donc maladroit de comparer un Federer, Nadal ou Djokovic avec un joueur du XXe siècle. On peut aussi comparer les joueurs selon leur aura, mais certains rejettent ce critère, car pour eux, on cherche à déterminer le meilleur joueur de tous les temps, pas la plus grande star de tous les temps. Et gardons en tête que l'aura et la popularité dépendent beaucoup de facteurs extrasportifs comme les sponsors, la pub ou même la nationalité, qui ne disent pas tout sur les niveaux et le charisme d'un joueur. Et puis bon, si on se base sur l'aura pour trouver le GOAT, on sait tous que c'est Cameron Norrie mais qui gagne haut la main. Le débat du GOAT est en fait en grande partie basé sur des ressentis et des critères personnels et non objectifs. Aucun n'est mauvais, mais personne n'est d'accord sur ce qu'il faut utiliser pour élire le plus grand. Certains prêtent attention aux statistiques, d'autres à l'élégance, et moi je regarde les cheveux. Du coup pour moi, c'est Agassi le GOAT. Et vous voyez, on peut pas aller très loin comme ça.
En fait, quasiment tout le monde a des préférences pour un joueur ou un autre, et c'est génial, ça ne doit pas changer juste parce que le débat du GOAT n'est pas toujours pertinent. Seulement, il faut accepter qu'on ne pourra jamais convaincre tout le monde que le joueur qu'on admire est le plus grand, car chacun a sa définition de la grandeur. S'il y a quelque chose qui rend encore plus impossible de comparer les joueurs, c'est qu'ils ont tous joué à des époques très et trop différentes. Il y a un véritable gouffre entre le tennis des années 60 et celui d'aujourd'hui. D'abord, les méthodes d'entraînement et le professionnalisme des joueurs ont évolué. Aujourd'hui, plusieurs sont conseillés par des professionnels de santé et ont accès à des programmes d'entraînement et des régimes alimentaires aux petits oignons, quoique ça dépend desquels. A l'inverse, à l'époque de Gerulaitis, on allait fumer en boîte de nuit après un match, et c'était normal. Mais on peut aussi parler du matériel, et il n'y a rien à voir entre la raquette en bois de Rod Laver et celle de Djokovic. En termes de poids, d'exigence et de tolérance à l'erreur, c'est le jour et la nuit. Décentrer avec une raquette en bois est beaucoup plus coûteux qu'avec les raquettes en aluminium et en graphite d'aujourd'hui. On a donc un sport qui s'est pratiqué dans des conditions tellement différentes selon les époques que comparer deux joueurs ayant 20 ou 30 ans d'écart a très peu de sens. Il en va de même pour les manières de jouer au tennis. Des serveurs volleyeurs et du jeu d'adresse des débuts de l'ère Open, on est passé à une prédominance des baseliners, spécialistes des échanges de fond de cours prêts à supporter de lourds combats physiques. On ne peut donc pas savoir ce qu'aurait pu faire un joueur des années 2000 dans le contexte des années 70 et inversement. Pour terminer sur l'absurdité de comparer les époques, j'aimerais m'attarder sur une dernière chose. L'importance accordée à chaque compétition est très changeante. On l'a déjà vu avec les grands chelems, mais il existe plein d'autres exemples. Sans citer d'anciens tournois prestigieux aujourd'hui disparus, on donne peu de place à la Coupe Davis dans le débat du GOAT. Aujourd'hui, elle laisse assez indifférent. Pourtant, la remporter était autrefois un accomplissement majeur qui pesait dans le palmarès. Ainsi, avec des compétitions phares qui ont changé d'année en année, il devient difficile de comparer correctement les joueurs à partir de leur palmarès. Si l'on regarde celui d'un joueur antérieur avec nos lunettes actuelles, donc en ignorant la Coupe Davis par exemple, on ne voit qu'une partie du tableau, un fragment de sa carrière, et on en oublie une partie. Autre exemple, on prend peu en compte les victoires en double quand on cherche à définir un GOAT. Cette discipline est aujourd'hui un peu moins populaire que le simple, mais elle était très estimée et compétitive jusqu'au XXe siècle. Et si on compte les doubles, McEnroe a remporté 18 grands chelems, Rod Laver 20 et Navratilova 59. Bien sûr, en disputant les grands chelems dans plusieurs catégories, ils avaient plus de chances de gagner des tournois. Mais rendons-nous compte des capacités d'adaptation qu'il faut avoir pour être compétitif à la fois en simple et en double. Je ne dis pas ça pour convaincre qu'ils sont meilleurs que les joueurs actuels, mais simplement pour montrer à quel point il est compliqué de comparer deux joueurs qui ont 30 ans d'écart. Trouver un GOAT, ça veut dire trouver le plus grand joueur de tous les temps. Et qui dit tous les temps dit tous les temps. On a quand même tendance à ne parler que des joueurs de l'ère Open quand il s'agit de GOAT. Il y a pourtant bien des choses à dire sur des joueuses et joueurs des générations précédentes qui ont aussi brillé en leur temps. Parlons de Suzanne Lenglen, la divine, qui fut la première grande star du tennis féminin et qui dominait en simple et en double. Des 4 mousquetaires, Brugnon, Cochet, Borotra et Lacoste, qui conduisirent la France à 6 titres en Coupe Davis tout en remportant de nombreux tournois dans leurs carrières respectives, puis en créant une célèbre marque de vêtements pour l'un d'entre eux. De Ken Rosewall, dont la carrière de plus de 30 ans est couronnée de 25 titres majeurs et de 7 autres estimés aussi importants. Ou encore de Margaret Court, qui malgré ses récentes sorties controversées, peut se vanter d'avoir littéralement tout gagné au cours de sa carrière. Plus généralement, je crains que le débat du GOAT nous fasse oublier des champions aux statistiques moins impressionnantes, mais dont les histoires demeurent magnifiques et touchantes. Pourtant, le tennis gagnerait beaucoup à ce qu'on parle par exemple des épopées d'Ivanisevic à Wimbledon en 2001 ou de Gaudio à Roland-Garros en 2004. Évoquer des noms différents de d'habitude aurait un effet rafraîchissant, et peut-être que cela inciterait de nouvelles personnes, blasées des chroniques sur les trois grands, à s'intéresser au sport. Penser qu'il n'y a qu'un GOAT, c'est oublier ses prédécesseurs, ses successeurs et ses rivaux. C'est aussi oublier combien les autres joueurs lui ont apporté et ont contribué à construire sa légende, en l'inspirant ou en lui menant la vie dure pendant sa carrière. Il y a tant de joueurs légendaires dans l'histoire de notre sport qu'il serait dommage de n'en choisir qu'un seul pour être le meilleur de tous. L'ancien pilote Mika Häkkinen disait qu'en Formule 1, il n'y a pas de plus grand pilote de tous les temps, seulement des champions qui ont successivement dominé leurs époques et incarné l'image de leur sport pour quelque temps. Je pense que l'on pourrait s'inspirer de son opinion, et envisager la possibilité qu'il n'y ait pas un GOAT, mais des GOAT, ayant chacune et chacun des histoires touchantes à nous raconter.